Bonsoir à tous. Si vous avez raté cette occasion, nous en profitons pour vous en parler ce soir. La toute première édition des femmes écologistes en République démocratique du Congo a vécu à Kinshasa. Nous allons en parler avec Priscille Lusakweno. Le décryptage, c'est juste après son portrait. Le portrait. Elle s'appelle Priscilla Lusakweno, médecin de formation et présidente de l'ONG Protection de la Nature et de l'Environnement PRONAT en sigle. Armée de l'esprit de volontariat depuis son jeune âge, sa passion pour l'environnement est née de menaces du réchauffement climatique sur la santé humaine. Son combat pour l'environnement est de contribuer à limiter les effets du réchauffement climatique de sorte à promouvoir l'éco-santé. L'organisation des activités écologiques l'aide à mieux sensibiliser la population sur cet enjeu majeur. Elle travaille sur le recyclage de déchets, une façon pour elle de contribuer à rendre son pays salubre. Priscilla a cru à la compétence et au talent de la femme congolaise. Depuis lors, elle s'est investie sur la promotion de l'entrepreneuriat féminin à travers les innovations et les créativités dans plusieurs domaines, plus particulièrement de l'environnement, afin de le rendre autonome et participer au développement durable. Malgré le contexte socio-économique morose, Priscilla demeure optimiste quant à la contribution des femmes congolaises au développement de la RDC. Priscilla Lusakweno, bonsoir. Bonsoir Madame Bubi. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Avec vous, nous parlons de la toute première édition du Forum des femmes écologistes à Kinshasa. C'était quoi au fait cette initiative? Comment vous la définissez? En fait, c'était une initiative de réunir les femmes dans tout le domaine, les femmes environnementalistes, les femmes économistes, en fait, toute la couche de femmes pour penser équitablement, bâtir intelligemment et innover pour le changement. Et c'est sur ces contextes-là que nous avons nommé Forum de femmes écologistes et innovatrices. Et qu'est-ce que vous appelez femme écologiste? En fait, la femme écologiste, c'est la femme qui soigne son environnement. C'est en quelques mots, comment je peux définir cette femme-là. C'est la femme qui soigne son environnement, c'est la femme qui aime la salubrité, c'est la femme qui participe au développement durable. Est-ce qu'à Kinshasa, il y a des femmes écologistes? Bien sûr. Au regard de tout ce que nous voyons à travers la ville, comment vous expliquez? Je me dis qu'il y a encore, ça c'est vrai, il y a vraiment du travail à faire, mais il y a certaines femmes qui luttent contre l'insalubrité et on a vu ces femmes-là au forum, elles étaient là, elles ont exposé ce qu'elles font et c'était merveilleux. Alors lorsqu'on parle de la femme écologiste, et selon vous, qu'est-ce qu'elle doit réellement faire à Kinshasa? Lutter contre l'insalubrité. Quels sont les problèmes que nous connaissons face à l'insalubrité dans la capitale? Les problèmes que nous connaissons actuellement? En fait, le problème que nous connaissons actuellement, on voit les inondations, on voit le maladie qui circule ça et là. Le problème vraiment de l'insalubrité, c'est les inondations, les érosions, le maladie que nous voyons. Et la femme, en étant garante de la nation, elle doit impérativement s'impliquer effectivement et efficacement pour limiter les effets du réchauffement climatique à Kinshasa. Parce que parmi les effets, nous-mêmes, nous sommes en train d'abîmer cet environnement-là, parce que nous jetons tout partout et nous ne savons pas recycler, nous ne savons pas trier, nous ne savons pas transformer. C'est vraiment ça le plus grand problème. Alors vous dites qu'il y a des femmes écologistes à Kinshasa et là vous nous dites qu'il faut l'implication de la femme. Nous dire déjà par exemple une femme ménagère écologiste à Kinshasa, comment elle se comporte, comment doit-elle se comporter? En fait, la femme ménagère déjà à Kinshasa, on a l'impression qu'elle jette tout partout. Elle lave, elle fait sa vaisselle et elle sort dehors. Les caniveaux sont devenus de poubelles, elles en jettent et après, elle viendra encore, elle prend, je ne sais pas ce qu'elle a préparé, elle jette. Donc, nous remarquons que ces caniveaux-là sont devenus de poubelles pour la femme.
Et demain ou après-demain, il y a de tonnes de sachets et nous ne savons plus arrêter l'hémorragie. Et on s'est plaint, il y a des inondations ça et là, et pourtant nous sommes principalement de responsables. Oui, nous sommes principalement des responsables, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que lorsque vous dites que cette femme-là doit être impliquée dans la lutte contre l'insalubrité, je comprends qu'à Kinshasa, il y a pas mal de problèmes. Lorsqu'on parle, on évoque la question assainissement. Or, nous savons qu'à Kinshasa, par exemple, lorsqu'on parle assainissement, il y a 3 volets. Il y a l'évacuation, il y a la collecte des déchets et il y a aussi la transformation de ces déchets. Donc, nous avons le tri, nous avons la collecte et puis nous avons l'évacuation. Exactement. Et comment ça va se passer avec cette femme? Est-ce que c'est une femme qui est déjà formée au niveau de la maison? Elle sait comment est-ce qu'elle doit séparer ses déchets ou mettre les déchets biodégradables ou mettre les sachets, les déchets non biodégradables. Okay. Comment ça se passe un peu? Et si c'est le cas, avec quel type d'emballage pour faciliter à celui qui viendra évacuer ces ordures? En fait, le portrait de la femme ménagère à Kinshasa est qu'elle mélange tout. Et maintenant, il faut vraiment une forte sensibilisation pour dire à cette femme-là, voilà, il faut avoir 3 types de poubelles ou 2 types de poubelles où il faut mettre le déchet en fait 3 types de poubelles et il faut mettre le déchet dégradable, biodégradable, les déchets non biodégradables et les déchets liquides. Donc si elle ne sait pas, si elle n'est pas sensibilisée, et elle ne pourra pas faire ça. Mais vous le savez, est-ce qu'elle le sait? Est-ce que cette femme est sensibilisée? Est-ce que cette femme est prête à faciliter la tâche? Il y a 2 femmes qui sont prêtes à faciliter la tâche, mais c'est que j'ai dit, Madame Bibiche, qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Il y a vraiment du travail à faire et il faut sensibiliser cette femme-là pour qu'elle ait conscience que l'environnement est menacé, sa santé aussi est menacée, la santé de générations futures est aussi menacée. L'environnement est menacé, vous êtes aussi menacé, votre santé aussi est menacée. Nous allons prendre l'éco-découverte. On se retrouve juste après. Éco-découverte. Gorille de montagne, Gorilla berengeli. C'est une espèce de singe découverte en 1901. Les gorilles de montagne vivent dans la région de Volcan, Karisimbi-Mikeno, et au parc national de Kahuzi-Biega, dans l'est de la République démocratique du Congo. Il a une alimentation moins variée que celle de son cousin des plaines. Le gorille de montagne est herbivore. Il a besoin d'une végétation dense pour se nourrir, jusqu'à 25 kg par jour et par individu. Son alimentation est principalement constituée de céleri sauvage, bambou, lobélie, charbon et d'orties géantes. Le gorille de montagne est vivipare, c'est-à-dire la femelle porte le petit dans son ventre. Il atteint sa maturité sexuelle à 6 ou 9 ans. Comme chez l'homme, la reproduction s'est faite à n'importe quelle période de l'année. La femelle n'est mise au monde qu'un petit à la fois. La gestation dure entre 8 et 9 mois. Son espérance de vie est d'environ 40 ans en liberté. L'une des populations des gorilles de montagne vit sur le flanc de volcans situé dans la zone frontalière entre le Rwanda, la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Dans la chaîne de Virunga, dans le Karisimbi culmine à 4507 mètres. La deuxième population de gorilles de montagne vit non loin de la première, dans la forêt de Bwindi, en Ouganda. Leur habitat est confiné au parc et réserve créée par ces 3 pays. La population des gorilles de montagne est estimée à 600 ou 700 individus, dont plus de la moitié vit en Ouganda. Le pelage du gorille de montagne est plus dense que celui des gorilles de plaine. Il est également plus foncé, d'un noir bleuté. Son habitat est étagé entre 2000 et 4000 mètres d'altitude environ. Le gorille de montagne mesure entre 1,40 m et 2 m. Le mâle pèse 200 kg en moyenne, mais peut atteindre jusqu'à 280 kg. Et la femelle pèse entre 70 et 110 kg. Contrairement à l'image qui en est véhiculée, il n'est pas belliqueux et est bien au contraire très sociable. Les gorilles de montagne sont divisés en familles à la tête desquelles s'y dresse un chef, auquel est donné le nom de dos argenté. C'est le mâle le plus fort dont le rôle est de protéger la famille contre les dangers éventuels.
Ces gorilles a surtout été victimes du braconnage en 1994. Pendant les génocides rwandais, du fait de réfugiés qui fuyaient le Rwanda et braconnés pour poursuivre, durant les années suivantes, le rebelles et militaires éparpillés en forêt ont largement contribué à la diminution de la population des gorilles. En 20 ans, plus de 70% des gorilles ont disparu. Les gorilles de montagne sont en voie d'extinction. Il en reste moins de 700 dans le monde, menacés par la guerre, le braconnage et la déforestation. Priscille Alusakweno, je reviens sur le forum des femmes écologistes, c'est la toute première édition d'ailleurs. D'où est partie l'idée d'organiser ce forum? Madame Bibiche, nous avons vu que les femmes sont éparpillées et la femme est dans l'ombre. Parce que là, de l'autre côté, il y a des femmes qui font des choses incroyables. On voit des femmes qui recyclent le déchet, et le déchet plastique précisément, pour en faire de pavés, pour en faire de vases, recyclent de capsules, de bouteilles, pour en faire des objets de décoration. Et pourquoi pas réunir ces femmes-là dans une table pour parler, pour faire de partage d'expériences et pour que ces femmes-là exposent ce qu'elles font, enfin de sensibiliser leur savoir-faire, leurs œuvres d'esprit, enfin de sensibiliser les autres femmes, les inciter à faire quelque chose d'innovant. Donc je comprends bien que pour vous, il a fallu une structure qui regroupe toutes les femmes qui travaillent dans ce domaine. Oui. Et à Kinshasa, s'intéresser un peu plus aussi aux femmes qui travaillent sur la récupération de déchets, c'est ça, pour redonner une seconde vie à certains objets. Et vous pensez que ça promet quand même? Est-ce qu'il y a des marchés pour ça? C'est vrai qu'il faut en fabriquer, mais est-ce qu'il y a des preneurs? Est-ce que la tâche est facile? Bon, nous, on s'est dit déjà, on est optimiste. On s'est dit, il faut d'abord commencer. Déjà, quand vous commencez, il y aura forcément quelque chose qui va naître dans ça. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons commencé avec notre idée de récupérer le sachet, de récupérer le plastique, de donner une seconde vie à ces déchets-là. Et après, s'il y aura de preneurs ou pas, nous, on a commencé, on fait quelque chose pour l'environnement. Mais je t'assure que la tâche n'est pas facile parce que il faut évacuer tout ça, enfin d'en chercher une autre. Alors, voilà. Vous êtes coordonnatrice de Pronat, c'est ça, qui existe depuis 2014. Est-ce que la tenue de ce forum, donc ce premier forum des femmes écologistes, n'est pas la seule grande action de grande envergure, la seule action de grande envergure depuis que vous existez? Non, n'est pas la seule action de grande envergure, parce que nous organisons déjà des excursions chaque le 2 juin. Le 2 juin, c'est la Journée internationale pour un tourisme respectueux. Et en outre, mais ça, c'est quand même différent. On quitte l'excursion pour des réflexions un peu plus approfondies. Oui, on a aussi des réflexions beaucoup plus approfondies. On organise des conférences et on organise aussi le 18 octobre qui est la Journée internationale de l'alimentation. Donc chaque 18 octobre, on organise, on promouvoit l'agriculture bio. Et c'est aussi une action de grande envergure où les femmes et les hommes agriculteurs exposent ce qu'ils font et on a le mets congolais aussi. Est-ce que les femmes écologistes et congolaises ont les mêmes problèmes? En fait, dans chaque chose, il y a toujours de problèmes. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, là, il faut rester optimiste. Parce que quand tu fais quelque chose, quand tu as cette passion-là de changer, parce que comme nous parlons actuellement du contexte du processus de développement durable, nous voulons amener un développement durable, peu importe le problème, on s'est dit, nous allons y aller, nous allons le faire et nous allons contribuer, nous aussi, à amener le développement durable dans notre pays, dans notre ville, voilà. Qu'est-ce qui avait dicté le choix des différentes thématiques développées lors de cette rencontre des femmes?
Au fait, les différentes thématiques développées lors du rencontre du Forum de femmes écologistes et innovatrices, c'est la réalité, tout ce que nous voyons là. Tout ce que nous voyons dans nos maisons, dans nos rues, dans notre société. Donc, c'est la réalité de tout ce que nous voyons et on a pris cette réalité-là pour en faire de thématiques et en parler. Qu'est-ce que les femmes ont plus exposé? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'expositions, beaucoup d'œuvres d'esprit, mais qu'est-ce qu'elles avaient en commun? Qu'est-ce qu'elles ont plus exposé? Le produit recyclé. On a beaucoup vu le produit recyclé, le produit issu du recyclage, c'est ce qu'on a beaucoup vu. Et ça explique quoi selon vous? Ça explique que les femmes s'impliquent et nous avons juste besoin d'un accompagnement des décideurs pour en faire plus. Mais est-ce que pour le moment, vous bénéficiez d'un quelconque accompagnement de la part du gouvernement ou des bailleurs de fonds? Non, pour le moment, non. Mais comment vous travaillez? On travaille avec nos moyens de bord. Ce n'est donc pas facile? Non. Mais est-ce qu'il y a des marchés pour ces produits recyclés déjà? Déjà, on n'a pas assez de marchés parce que la concurrence et surtout les internationaux ont tout pris. Et nous, on est étouffés. Donc, c'est un peu ça. Combien de femmes ont pris part à cette conférence et c'était quoi les critères de sélection? Il y a eu plus de 70 femmes et nous avons sélectionné les femmes étudiantes, les femmes ménagères, les femmes travailleuses, les femmes... Donc, quand on parle. Mais c'était quoi les critères? Oui. Bon, on n'avait pas de critères, mais beaucoup plus, il y a eu de femmes issues des organisations. Voilà. Des organisations qui militent pour la préservation et conservation de l'environnement, c'est ça? Pas nécessairement. Il y a eu des organisations de femmes médicales. Il y a eu des organisations de femmes écologistes. Il y a eu des organisations de femmes économistes. Donc, vous-même aussi mettez en formation et vous intéressez à l'environnement parce que vous sentez qu'il y a... Il y a une menace. Il y a une menace parce que la santé communautaire intervient. Voilà. Est-ce que pour vous, cette première édition était une réussite? Pour nous, c'était vraiment une réussite parce qu'on a senti que la femme, elle était conscientisée. Elle était conscientisée et sur sa responsabilité dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et déjà là, on a été fiers de voir qu'il y a eu de femmes qui ont pris l'engagement de préserver leur environnement. Et qu'est-ce que vous aviez derrière votre tête en organisant ce forum? C'était pour arriver à quoi? En organisant ces forums, c'était pour arriver à créer une synergie, enfin de booster le décideur. Et la synergie a été créée finalement? Oui, la synergie a été créée. Et j'annonce déjà que vers la fin du mois, on aura une cérémonie de remise de prix, de brevets aux femmes écologistes et innovatrices, parce qu'on a vu ces femmes-là. Ces femmes étaient en train de faire des choses merveilleuses. On a vu ces femmes-là en train de recycler, en train de transformer. On a vu ces femmes-là dans l'entrepreneuriat et rien de mieux que les encourager à faire encore plus. Et vous, personnellement, c'est quoi votre degré d'implication dans l'entrepreneuriat féminin? En fait, je suis impliquée, je suis vraiment très impliquée dans l'entrepreneuriat féminin et j'encourage les femmes à s'impliquer aussi pour leur autonomisation. Impliquez-vous pour votre autonomisation, l'autonomisation qu'on peut retrouver aussi dans l'éco-créativité. Éco-créativité. Je vais vous présenter une transformation de recyclage qui a été décortiquée à Lubumbashi par un des membres de Génie qui nous a envoyé même un cadeau pour l'exposer aujourd'hui. C'est sur base de fils à décortiquer, qu'on a mélangé avec une tissu derrière, qu'on a fait un tapis de présentation Génie. Premièrement, sur le climat qui nous dérange. À travers les décortiqués que nous faisons, nous allons faire de draps. Le drap qui va nous servir à ne pas nous exposer contre le froid, le coup de froid.
mois, c'est vrai que c'était une première expérience du genre et ça vous a donné pas mal de matière à réflexion. Ouais. Et comment vous comptez évoluer? Déjà, on espère à ce que les activités ne se limitent pas là. Parce qu'on a toujours remarqué que les activités de femmes, ça a lieu au mois de mars. Et après le mois de mars, on arrête avec la femme et on reprend au mois de mars prochain. Donc, on s'est dit qu'il faut continuer à booster ces femmes-là. Il faut intégrer plus de femmes dans la synergie. Enfin, parce que quand on est en masse, on peut faire de grandes choses. Alors vous dites que lorsque la femme bouge, le monde bouge. Et c'est vrai que vous reprochez à certaines organisations des s'accaparer du mois de mars pour organiser des pareils événements. Mais vous aussi, vous l'avez organisé au mois de mars. Pourquoi n'avoir pas attendu, par exemple, le mois d'avril? On l'a organisé au mois de mars, certes. Mais nos activités ne se limitent pas au mois de mars. Donc nos activités continuent. Parce que tout ce que nous voulons, comme je vous ai dit, Madame Bibiche, c'est arriver à un développement durable. Que la femme participe efficacement et effectivement au processus du développement durable, que la femme ne soit pas étouffée, que la femme ne soit pas freinée par le contexte, par la réalité de choses, que la femme vraiment va de l'avant et participe à ces développements durables. Combien de réalisations vous avez dans votre actif? On a plusieurs réalisations dont je ne sais les pas phares. citer. Les quelques réalisations phares? Les activités phares, nous en avons 6. Lesquelles par exemple? Tu veux que je le cite? 2 d'entre elles. Il y a le Forum de femmes écologistes. Ok. Il y a l'activité, la promotion de l'agriculture bio que nous avons chaque 18 octobre. Et je pense que ça fait 2, non, madame? Alors, si l'on vous demandait de vous auto-évaluer, c'était quoi les points forts de ce forum et ses faiblesses? Le point fort. Donc, c'était quoi le point fort et c'était quoi le point faible? Le point fort de ces forums, au fait, personnellement, j'ai envié le partage d'expériences de certaines femmes et j'ai vraiment été enseignée. Et j'ai encore beaucoup plus de motivation à faire plus parce que lorsque j'entends les femmes parler de leurs expériences, je me dis waouh, c'est fantastique. Et c'était quoi le côté faible? Le côté faible, c'est vrai que c'est une première expérience, ça vous a donné aussi des leçons, certainement que vous en avez aussi tiré des leçons pour pouvoir améliorer dans les tout prochains jours. Le côté faible est que je déplore qu'on n'a pas été suffisamment appuyé et on aurait dû faire encore mieux, mais c'était déjà mieux. Voilà. C'est vrai que c'est une première expérience, c'est passé, vous projetez encore des grandes activités, des activités de grande envergure pour faire parler de la femme, pour démontrer le savoir-faire de la femme. Aujourd'hui, comment vous comptez affronter le mois d'avril, le mois de mai, le mois de février? Comment comptez-vous affronter le reste de l'année 2019? Le reste de l'année, nous comptons ne pas être bras croisés, parce qu'on a des activités, on en aura même des activités de descente sur le terrain parce que nous ne pouvons pas s'arrêter seulement dans des conférences, nous ne pouvons pas simplement s'arrêter dans des échanges d'expériences, mais il faut de descendre sur le terrain parce que quand on parle de l'assainissement, de l'insalubrité, il faut descendre sur le terrain, qu'on sente que la femme elle a assaini et quand on parle de réduction des émissions, il faut aller à l'encontre de communautés locales et des autochtones pour leur sensibiliser. Donc c'est ce que nous comptons faire vers le reste de l'année. Et nous savons que là vous allez commencer par Kinshasa, la capitale, le miroir même de la République, la vitrine du pays. Et pour commencer par Kinshasa, certainement que vous prévoyez aussi de rencontres avec les femmes ménagères. Comment ça va se passer et s'il faudra le faire, par quelle commune allez-vous commencer et pourquoi cette commune? On a... Je pense que nous allons d'abord commencer par le porte-à-porte, afin de sensibiliser ces femmes-là. Nous comptons aller à Massina. Pourquoi vous allez commencer par Massina? On a commencé par Massina parce que c'est déjà parmi les communes vastes. Et Yangaba, Yangaba, ça c'est vrai, mais on a remarqué que là-bas,
la politique de gestion de déchets est un peu critique et c'est pourquoi nous voulons commencer par là et après nous allons remonter. Et vous pensez que Massina produit plus de déchets ou plus d'ordures que les autres communes? Je pense qu'il fallait commencer par la commune qui produit le plus d'ordures. Au fait, il y a une étude, il y a un jeune je pense de l'Unikin dont j'ai oublié forcément son nom. Il a fait une étude disant que parmi les communes qui produisent beaucoup de déchets, c'est la commune de Massina et Ndjili. Et donc, on s'est fié à ces études-là pour commencer là-bas. Parce que comme la commune de Massina et Ndjili, elle est voisine, donc nous allons commencer par là et puis entamer la commune de Ndjili. Donc, après Massina, nous viendrons en Ndjili pour apprendre tous la gestion des ordures, comment ça va se passer pour qu'on arrive à préserver l'environnement que nous avons. Mesdames et messieurs, c'est Écran Vert, il est temps d'apprendre dans Concept Vert. Concept Vert. Biorégionalisme. Le biorégionalisme est un mouvement écosocial contemporain qui privilégie l'importance de la région géographique immédiate, biorégion, plutôt que les nations abstraites de nature et de nation. Le biorégionalisme encourage les individus à se familiariser avec la biorégion et à s'y identifier afin de réhabituer l'endroit où elles vivent. Au niveau social, le mouvement met l'accent sur une économie, une agriculture et de politiques centralisées à l'image du caractère unique de la biorégion et sur les structures sociales simples et égalitaires. Quelles sont vos attentes par rapport au nouveau gouvernement qui sera mis en place dans quelques mois ou dans quelques jours? Nous voulons à ce que notre gouvernement s'implique vraiment dans des questions environnementales parce que c'est parmi des questions tellement phares et nous voyons déjà ces catastrophes que le gouvernement s'implique, nous donne la chance de faire mieux, enfin de sensibiliser la population. Parce que nous ne pouvons pas rester là, on ne sait pas, il y a des dégâts tellement énormes qu'il faut arrêter l'hémorragie. Il faut arrêter l'hémorragie. Et par rapport à Pronat, qu'est-ce que nous pouvons attendre de Pronat pour cette année 2019? Déjà pour cette année 2019, on a tellement un agenda, tellement surchargé, tellement chargé, mais nous allons y arriver. Nous voulons vraiment faire quelque chose, enfin d'inciter d'autres structures, d'autres personnes à faire encore et encore, parce que quand nous sommes nombreux, nous pouvons changer Kinshasa, nous pouvons changer la RDC, nous pouvons redonner l'image de Kin Label comme nous le disions autrefois, à la place de Kin la poubelle. Donc c'est ce que nous voulons faire cette année. Des Pronat est née la toute première édition des femmes écologistes de Kinshasa, une initiative qui a abouti à la mise en place d'une synergie. À quand le démarrage effectif de ces structures? Le démarrage effectif de ces structures, c'est juste après notre cérémonie de remise de prix qui aura lieu à la fin du mois. Donc le démarrage officiel, voilà. Et qui seront nominés? Au fait, là, je le cache d'abord parce que nous avons laissé 2 semaines aux femmes de nous envoyer ce qu'ils font concrètement. On a dit que les femmes font une vidéo de moins de 5 minutes et nous envoient des photos de ce qu'ils font exactement dans tout le domaine. Mais que ça soit vraiment de ces domaines-là qui a trait au développement durable. Alors Priscilla, merci. Avant de nous séparer, nous allons aussi bénéficier de votre aide pour la planète. Ok. Vous allez nous laisser vos écrits que nous allons partager avec tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, tous les téléspectateurs qui suivent cette émission Écran Vert. Merci d'avoir disponibilisé de votre temps pour échanger avec nous. C'est moi qui vous remercie, Madame Bibiche. À la prochaine. À la prochaine. Mon idée pour la planète.